Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. Bienvenue dans l'émission Le Déshonneur. La France a peur de la vérité après avoir censuré des cinéastes et des journalistes comme Jacques Panigel et Élie Kagan qui ont dénoncé les massacres du 17 octobre 1961 à Paris. Avant cela, Cécile de Cugis, Pierre Clément ou bien encore René Vauthier et d'autres journalistes engagés sont condamnés à la prison ferme pour avoir filmé ou rapporté des faits sur les horreurs commises par l'armée française à Sariyat Sidi Youssouf et dans d'autres régions du pays. 63 ans après l'indépendance de l'Algérie, la France continue à nier et à occulter la vérité sur les atrocités et les crimes abjects perpétrés contre le peuple algérien. Aujourd'hui, un journaliste comme Jean-Michel Apathy est condamné par le tribunal des médias de la droite et de l'extrême droite française pour avoir relaté des vérités sur l'ampleur des massacres commis par l'armée française en Algérie. Le documentaire de Christophe Lafaye et Claire Billet consacré aux armes chimiques utilisées contre les populations algériennes est déprogrammé sur une chaîne publique française. La loi du silence est imposée car la colonisation française en Algérie était d'une rare violence, un crime contre l'humanité, une honte pour la France. Bienvenue encore une fois à vous. Et bien sûr, pour m'accompagner dans cette émission de ce lundi, le Déshonneur, bien sûr, va accueillir Maître Fatem Zohra Ben Brahim. Vous êtes avocate et bien évidemment spécialisée en droit de l'histoire. Bienvenue à vous. Merci, merci. Hassan Arab, notre spécialiste Canal Algérie de l'histoire, vous animez l'émission Les Dossiers de la Mémoire chaque semaine sur Canal Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être là chaque semaine. Merci Amir. Et je rappelle que le mois de mars, c'est le mois des martyrs et des disparus. Bienvenue à vous encore une fois, Hassan Arab. On a le plaisir d'accueillir bien sûr notre ami journaliste et chercheur en histoire, auteur Ammar Belkhouja qui a fait le déplacement depuis la wilaya de Tiaret. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes un écrivain et un auteur prolifique. Vous avez beaucoup écrit sur la révolution algérienne et la colonisation française en Algérie. Je vais citer quelques, bien sûr, vos ouvrages, Mouvement national des hommes et des repères, Galma 1945, un criminel nommé Achiari, Les enfumades du Dahra, les 1000 martyrs de Ouled Riyah, Misère, crime et famine en temps coloniaux, massacre dans la Métidja, extermination des Aoufia. Et puis en 2019, vous sortez un ouvrage qui s'intitule Palestine, Israël dans le crime et l'impunité. Bienvenue à vous, monsieur, madame, messieurs et vous, chers téléspectateurs. Avant de lancer le débat sur les crimes coloniaux commis par la France en Algérie, nous aimerions vous proposer un extrait qui est assez édifiant et qui nous renseigne sur la nature et les idées de l'actuel ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, d'abord qui est choqué d'apprendre que la colonisation française est un crime contre l'humanité qui porte en lui également l'ADN du racisme et de la détestation de l'autre et de la haine des musulmans et des Arabes. On regarde et on revient juste après pour en débattre. Mais faire en sorte que, pour pouvoir agréger d'ailleurs les jeunes et d'autres générations à notre, non pas roman, mais récit national, je pense qu'il faut au même temps faire très très attention. J'avais été très choqué, moi, à l'époque, lorsque pendant la campagne, Emmanuel Macron avait désigné la France comme coupable de crimes contre l'humanité. Donc je pense qu'il faut... La colonisation, absolument. Donc il faut tenir, si j'ose dire, le curseur de façon très précise et ça ne me choque pas quand on révèle des faits qui sont des faits avéré, vous me l'apprenez, je réagis à chaud. Mais voyez, c'est une balance très, très, très fragile. Le ministre de l'Intérieur de la France est raciste? Ah bah il a fait preuve de racisme, oui, bien sûr. Écoutez, quand monsieur Retailleau disait il y a un an, je vous parle pas d'il y a 30 ans, il y a un an,
qu'un certain nombre de Français étaient en voie de régression vers leurs origines ethniques. Je cite exactement les propos qui ont été tenus par monsieur Retailleau. Excusez-moi, ça s'appelle un propos raciste. Mais quand monsieur Retailleau... Vous êtes bien placé pour savoir que c'est un délit, pas une opinion. Madame, je vais aller au bout. Quand monsieur Retailleau classe les Français en disant qu'il y aurait des Français normaux et il y aurait des Français qui sont des Français de papier. Excusez-moi, en République, il n'y a qu'une catégorie de Français, ce sont des Français. Voilà. Quelles que soient leurs origines, quelles que soient, quand ils sont Français, ils sont Français. Donc, oui, bien sûr, quand on commence à classer les Français, quand on commence à considérer que la régression vers les origines ethniques, c'est-à-dire qu'il y aurait des races et qu'il y aurait des races qui seraient inférieures, puisqu'on parle de régression. Monsieur oui, c'est Bompard, un propos raciste. dans ce cas-là, si on fait une hiérarchie entre les races, eh bien, c'est pas une opinion, c'est un délit. Il est condamné dans notre pays. Ça n'a pas été le cas pour monsieur Retailleau, ou alors l'épisode m'a échappé. Vous avez raison. Pour l'instant, il n'a pas été condamné. Malheureusement, dans notre pays, il y a malheureusement encore des propos racistes qui ne sont pas condamnés. Il y a une justice. Mais oui, il y a des propos racistes, madame. Mais maintenant, si vous considérez, je suis très heureux de vous entendre dire ça. Si vous pensez maintenant que quand on est condamné pour racisme, ça doit avoir des conséquences, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce serait bien qu'on s'en rappelle ici à CNews où on a laissé la parole pendant des années et des années à un homme, monsieur Zemmour, qui avait été condamné Monsieur Emmanuel Bompard, moi je suis, pardonnez-moi, pour la présomption d'innocence, c'est-à-dire comme lorsque madame Panot est entendue dans le cadre d'une enquête pour apologie de terrorisme, avant de dire qu'elle fait de l'apologie du terrorisme, j'attends l'enquête et la justice. Ça s'appelle la présomption d'innocence. Et je crois savoir que CNews et LFI y sont attachés également. Je crois que je suis pour la présomption d'innocence, mais en l'occurrence, je vous évoquais l'exemple de monsieur Zemmour. Lui, il a été condamné, madame, et ça n'a pas empêché, notamment sur cette chaîne, qu'on lui déroule le tapis rouge pendant des années et des années. Demain... Donc, vous voyez, il y a là des gens qui voient les condamnations un petit peu à géométrie variable. Mais tout à fait. Et bien évidemment, nous étions en train d'écouter le député de la France insoumise, Manuel Bompard, qui rappelait à la journaliste de CNews que Éric Zemmour avait tenu des propos racistes, qu'il a été condamné, contrairement à monsieur le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui a tenu des propos racistes, à l'exemple de ces propos qu'il a tenus lors de la crise de Mayotte, quand il a dit « ils sont musulmans ». Ils sont noirs, ou quand il parle des Algériens et des Français d'origine algérienne en disant qu'il y a une régression vers les origines ethniques. Là, Manuel Bompard, il démasque cette justice d'abord à double vitesse et ce traitement des médias à double vitesse aussi, qui est contradictoire parce que Éric Zemmour a une tribune dans les médias de l'extrême droite. Madame Fatem Zahra Benbrahim, bien sûr, le délit du racisme est condamné par la justice. Dans un pays où on brandit l'étendard de la fraternité, l'égalité, justice et tous ces mots qui sont liés aux grandes valeurs de l'humanité, l'un des responsables au sommet de l'État qui est le ministre de l'Intérieur, il est l'un des premiers à tout simplement ne pas respecter les lois de la République. Oui, eh bien ça commence à devenir monnaie courante dans cette République. Sauf que les lois de cette République, qui sont également les mêmes que les lois de ma République, interdisent de s'exprimer sur toute forme de racisme, évidemment. Et le racisme est un crime passible des tribunaux pénaux. Je crois que Zemmour est un habitué des prétoires, non pas en robe noire pour défendre, mais pour être présent comme inculpé. Et le nombre de jugements qu'il a aurait dû, selon la loi électorale, l'empêcher à toute prétention à l'élection présidentielle ou dans un parti politique. Parce que lorsqu'on traîne des casseroles judiciaires, on n'a pas le droit de s'inscrire sur une liste électorale et encore moins de se présenter à la présidence de la République. Parce que tous ont le même vœu. Je suis d'accord avec vous sur ce point, Madame Fatem Zahra Benbrahim, mais on a l'impression que la France ne retient pas les leçons. Parce que bien avant, Jean-Marie Le Pen, qui était député, qui était tortionnaire en Algérie, qui revient et qui frôle, attention,
messieurs et madame, et vous, chers téléspectateurs qui nous regardez sur Canal Algérie, qui frôle carrément la présidence de la République française face à Chirac. C'est quelque chose d'alarmant. Là, on est en 2025 et on a les mêmes symptômes. On a les mêmes, les mêmes symptômes de cette maladie xénophobe, raciste et néocolonialiste. Le contrôle constitutionnel est en train de se faire bafouer en France. S'ils ont des lois, ils doivent commencer par les respecter. Ils ne doivent pas donner des leçons aux autres ou incriminer les autres. Donc tous ces dossiers, généralement, passent par le Conseil constitutionnel, mais rien n'a été fait. Aujourd'hui, Rotario, moi je vous assure que lorsque je vois cet individu, je me dis, mais qu'est-il en train de faire en France? Il est en train de la détruire. Il est en train de détruire les valeurs de la République française par ses comportements, ses agissements, son langage. Quand on est un homme d'État, on doit calculer son langage, calculer l'étendue des termes qu'on doit prononcer. Cependant, je suis très surprise par cet homme parce que j'ai l'impression qu'il n'a aucune connaissance de l'histoire et encore moins des règles procédurales pour l'accès à la magistrature suprême. C'est regrettable, pardon. Et les Français, c'est mon point de vue, je ne sais pas ce qui leur arrive, mais ils sont en train de se faire bafouer par cet homme, trompés par cet homme, et je dirais même humiliés par cet homme. Madame Fatem Zahra Boulmara, vous venez de dire quelque chose de très important, c'est celui de l'ignorance de l'histoire, ou faire semblant d'ignorer l'histoire. Non, il ignore. Face justement à Alain Duhamel la semaine dernière sur la chaîne BFM Télé, Jean-Michel Apathy est revenu à la charge, j'allais dire, je ne sais pas si le mot est exact, mais en tout cas, il matraque à la France, il leur rappelle à chaque fois les génocides et les massacres commis en Algérie. Et là, il y a Alain Duhamel qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'effectivement, que la France n'a jamais enseigné la véritable histoire. Ils font un mea culpa aujourd'hui à travers des intellectuels et des journalistes qui ont du poids et qui ont une carrière professionnelle respectée et respectable. Et c'est là où j'ai envie de vous faire réagir, monsieur Ammar Belkhouja, vous qui avez tant écrit sur la Révolution, surtout sur les massacres. La torture, c'est le sujet d'aujourd'hui parce que c'est un sujet qui revient à l'actualité parce que c'est quelque chose d'horrible. Avec Hassan Arabe, on parle. Parfois, on n'a pas du tout d'estimation. Les chiffres sont effarants. Qu'est-ce que vous répondez à ce ministre de l'Intérieur qui prétend ne pas connaître les atrocités en Algérie en disant « Ouais, moi je suis choqué parce que ce qui s'est passé en Algérie, c'est pas un crime contre l'humanité bien grave. On revient à la loi 2005 où il y a les bienfaits de la colonisation. » Non. C'est surprenant. Je dirais que les propos, toutes ces insultes, ça dénote une chose, c'est la mauvaise foi. Purement et simplement. Pourquoi la mauvaise foi? Parce qu'il me semble que le ministre de l'Intérieur de la République française fait fi de toute une littérature. Elle existe. Elle existe. C'est une attitude de refus de se documenter. C'est un refus d'être confronté à la vérité. Ouais. Je citerai quatre auteurs. Deux auteurs qui ont disséqué les mécanismes du colonialisme. Il s'agit de Pascal Blanchard et d'Olivier Lecourt-Grandmaison. Ce monsieur de l'Intérieur, ce ministre de l'Intérieur, il a deux auteurs qui ont travaillé sur le sujet, qui ont disséqué au bistouri tous les mécanismes, de tous les méfaits de la colonisation. Il ne veut pas se documenter pour être confronté à l'évidence. Donc je crois qu'il y a un problème psychologique, je dirais psychanalytique, ça relève de la psychanalyse finalement, ce grand amour de la nostalgie de l'empire colonial, des empires coloniaux d'une manière générale, de l'empire colonial français qui a été déchu et le glas avait sonné pour cet empire en 1954 en Algérie. Là, c'est une évidence, Il y a cette résurgence, la haine qui refait surface, et la haine qu'il traîne, elle est cultivée par toutes les théories raciales développées
par la Troisième République, par la monarchie qui a supervisé l'invasion, et la Troisième République qui a été la génitrice de l'Empire colonial. Moi, c'est ce qui me tourmente, Pourquoi la société française ne réagit pas positivement contre ces propos qui dénaturent un peu les grands messages de l'humanisme illustré, la tradition révolutionnaire de la France, avec les communes de 1848, la commune de 1870, et que devient dans tout cela Louise Michel? Que devient dans tout cela Jean Jaurès? Que devient un peu Zola? Que s'est-il passé? Que se passe-t-il aujourd'hui dans ce pays? Le constat est grave. Vous avez parler justement de cette idéologie cultivée, de ce rejet, de cette négation et de ce déni assumé aujourd'hui, complètement à différentes échelles, que ce soit à l'échelle politique ou à l'échelle médiatique, qui est une machine importante aujourd'hui, qui est en train de tout simplement relayer des fake news, comme je disais la semaine dernière à Madame Fatem Zahra Ben Brahim. Mais Hassan Arab voulait mettre le doigt sur quelque chose de plus important, cultivé, mais aussi ça a été un héritage. Quand on parlait tout à l'heure de Jean-Marie Le Pen, qui était député, qui avait siégé plusieurs fois dans l'Assemblée française, qui avait parlé, qui avait harangué, mais pire que ça, il va créer un parti fasciste, raciste, et il laisse des héritiers qui ont passé, excusez-moi le terme, le flambeau à des personnalités qui aujourd'hui, peut-être même que Retailleau aujourd'hui est totalement séduit par les idées de l'extrême droite et du FN, aujourd'hui RN. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que Retailleau Bruno aujourd'hui cristallise tous les racismes, toutes les haines, toute la nostalgie de l'Algérie française. Un discours qui a été nourri, entretenu depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, et il est dans une posture qui s'explique tout à la fois par des calculs politiciens, donc il vise la présidence de la France, mais également par des convictions politiques, parce que nous savons qu'avec la normalisation de l'extrême droite en France, c'est un processus qui a commencé en 1958, donc avec l'élection de Jean-Marie Le Pen et le groupe des poujadistes, accompagné d'un certain nombre de grands hackis, parce qu'ils ont commis des atrocités en Algérie, on ne va pas citer les noms, et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un mouvement qui a tout fait pour être normalisé. Et Retailleau Bruno ne fait que courir, justement. Il court, ce bonhomme, il court derrière les voix de l'extrême droite, il court derrière les voix des partisans du Front National, donc des racistes, des fascistes, parce que c'est eux qui alimentent aujourd'hui ce qu'on appelle en France la fachosphère, parce qu'il y a des médias qui les soutiennent, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire ces médias sont financés par des hommes politiques, mais aussi par des patrons qui cultivent la haine et qui financent. Donc, vous avez parlé de Zemmour, nous savons qu'il a pris en charge. Et même Retailleau, il y a des accointances avec donc ce patron français qui a sous son autorité plusieurs médias. Oui, et vous avez bien fait de parler de ces responsables et ces propriétaires de médias lourds en France d'extrême droite, qui ont justement encore des biens ou des investissements en Afrique et qui continuent à explorer et à exploiter les richesses africaines à bas coût, parce qu'ils sont toujours dans cette rhétorique de l'Algérien ou de l'Africain qui ne mérite pas justement un dû normal ou un salaire normal, parce que nous sommes dans cette hiérarchisation des races et des cultures, pour citer justement ce sinistre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Tout à l'heure, monsieur Amar Belkhouja avait parlé justement de référence
ou de référents qui ont justement travaillé sur la réelle et la vérité historique de ce qui était réellement la colonisation française en Algérie, qui s'est basée sur la torture, les massacres, les génocides, la famine, tout ce qu'on connaît, nous, si bien en Algérie, en Afrique et même dans le monde, parce que le monde connaît la véritable histoire de la colonisation française en Algérie, qu'elle est unique dans le monde de par sa violence et son atrocité. Il y a une nouvelle génération, après Pierre Vidal-Naquet, après peut-être Olivier Lecourt-Grand-Maison, ou bien aussi le Pascal Blanchard qu'on respecte tant et qui fait du bien à cette histoire. On a d'autres personnalités comme Fabrice Riccipouty, et puis il y a aussi Florence Baugé. Et j'ai envie de vous faire écouter Florence Baugé sur l'affaire Jean-Marie Le Pen. Qui était ce monsieur-là? Eh bien, tout simplement, elle le qualifie d'avoir créé, lui, Jean-Marie Le Pen, député de la France républicaine, il avait créé ce qu'on appelle les interrogatoires musclés à domicile. Lui, il a complètement décidé d'aller chez les Algériens, briser leur foyer et les torturer devant leurs enfants et leurs femmes et toute leur famille. On regarde cet extrait, on revient juste après. Monsieur Le Pen, la loi d'amnistie veut oublier les faits qui se sont produits en Algérie. À chaque fois, vous parlez de diffamation. Est-ce que pour autant, ça vous dispense de prouver que vous n'avez jamais torturé en Algérie? Mais écoutez, moi je ne suis pas, c'est pas à moi de prouver que je n'ai jamais torturé. Ce sont aux gens qui, au mépris de la loi d'ailleurs, devraient avoir à le prouver, car nous ne sommes pas encore, Dieu merci, en système soviétique. Sur Le Pen, on me disait toujours, on me parlait toujours d'une histoire de poignard et d'un enfant qui avait trouvé un poignard au nom de Le Pen. J'ai activé un petit peu mes réseaux d'anciens combattants via Louisette Thierry-Larize, et en 3 jours, je l'ai retrouvé. Quand moi je l'ai retrouvé, il avait déjà 58 ans. Il s'appelait Mohamed Moulet. Lui, il avait vécu une nuit d'horreur dans la Casbah en mars 1957. Le Pen et sa patrouille avaient déboulé chez lui à son domicile, rue des Abencerrages. Il voulait savoir à la fois où étaient les armes, où étaient les complices, il voulait toutes les informations possibles. Je ne sais pas ce qu'il voulait exactement. Mais devant les 6 enfants réunis et la jeune femme qui portait la dernière-née qu'elle nourrissait encore au sein, ils ont torturé le papa, Ahmed Moulet, à l'eau puis à l'électricité, jusqu'à ce qu'il en meure. Et là, ils ont fait le coup classique, c'est de tirer une rafale de mitraillette sur le corps pour faire croire qu'il s'était enfui. C'est la fin de la bataille d'Alger. Mohamed Moulet, l'aîné des enfants, 12 ans, a trouvé quelque chose dans le couloir de l'entrée de la maison et l'a caché instinctivement dans le compteur électrique. C'était un poignard attaché à un ceinturon. Il l'a caché dans le compteur électrique sans savoir pourquoi, en se disant que c'était peut-être quelque chose d'important. Cette histoire-là est sortie à la veille des législatives, en 2002. Si vous voulez, c'était un peu la piqûre de rappel. On avait fait l'histoire du poignard pour la présidentielle, et les 4 autres témoins, plus un 5e qui lui disait avoir été torturé avec Ossarès et Le Pen. Les lois d'amnistie interdisaient qu'on écrive des choses pareilles. Et tous ceux qui s'y étaient risqués avant moi, en particulier Lionel Duroy de Libération, s'étaient retrouvés condamnés. Donc, si vous voulez, on n'y allait pas de gaieté de cœur. Plenel pensait qu'il le devait à ses lecteurs, et moi je pensais que je le devais aux victimes algériennes. C'était vraiment pour les Algériens que je faisais. Beaucoup plus que pour les lecteurs français, pour être honnête. Plenel était dans ce rôle, moi j'étais dans le mien. Mais j'ai été frappée quand il m'a poursuivi en justice. Il m'a poursuivi pour mes écrits et il n'a pas dit un mot du poignard dans les motifs de poursuite. Donc je pense qu'il n'avait pas tellement envie que l'attention soit attirée dessus. Et il ne savait pas à ce moment-là, personne n'imaginait que je rapporterais le poignard d'Algérie et que je le produirais à l'audience, et c'est ce qui s'est produit. Oui, alors des personnalités engagées comme celle justement de Florence Baugé, de Fabrice Riccipouty et bien d'autres ont toujours essuyé des condamnations et de la censure. Tout à l'heure dans mon préambule, j'ai parlé de Jacques Panigel qui a été censuré avec le comité Maurice Audin, bien sûr, et Élie Kagan, le journaliste photographe qui avait démasqué et dénoncé les
les massacres du 17 octobre 1961 à Paris, puis René Vauthier est condamné, Cécile de Cugis, Pierre Clément et Lionel Duroy, justement, qui vient d'être cité par Madame Baugé, qui a été condamné aussi parce qu'il a tout simplement évoqué la torture des vérités à base de déclarations et des aveux, hein, parfois, d'abord, pour connaître que déjà, il y a un décret qui a été signé par la France qui s'appelle le décret Pierre Vival du 8 mars 1934 déjà, madame, messieurs, visant à contrôler tous les cinéastes et journalistes sur les contenus tournés dans les colonies françaises. Donc là, je dis tout simplement que la France a été en avant-garde et pionnière de tout simplement les atteintes et les censures et les atteintes à la liberté d'expression, Madame Fatima Zahra Ben Baraham. Oui, un crime, on essaie par tous les moyens de le cacher. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que la vérité ne se cache pas. D'ailleurs, la recherche de la vérité est un choix de bataille. C'est une véritable bataille. Et la bataille des mémoires, celle que nous vivons actuellement, par exemple, s'analyse sur deux plans. Pour la France coloniale et les Français, donc, qui maintiennent cette position et qui essayent de glorifier ce crime, ils présentent la chose de cette manière-là. Mémoire et l'oubli. La mémoire et l'oubli. Nous, d'un autre côté, la mémoire, il ne faut pas l'oublier. Donc, pour nous, c'est la mémoire sans l'oubli. Donc vous voyez que nos directions ne sont pas les mêmes. Il y a un décalage. Chez eux, c'est la mémoire et l'oubli, et chez nous, c'est la mémoire et la vérité. Sans l'oubli. Sans l'oubli. Oui, je dis, c'est une véritable bataille. Bien, écoutez, heureusement qu'il existe des crayons et des plumes, et heureusement qu'ils ne tarissent pas, et heureusement qu'il existe des gens honnêtes et des historiens qui ne cherchent que la vérité. La vérité pure. Nous avons parlé justement de Récipouti. Voici son dernier livre. Vous voyez, il a été édité aux éditions Barzac, parce que je suppose qu'il n'aurait pas pu, dans les circonstances actuelles, l'éditer en France. Nous voyons également le livre de Florence Baugé, l'Algérie, de la guerre à la mémoire, encore le mot mémoire, et déjà à l'époque, elle parlait de Paris, quel avenir? Eh bien, ma chère Florence, Paris, aujourd'hui, voilà son avenir, c'est un avenir de revenir vers les massacres. Je voudrais revenir sur les procédures qu'a engagées Le Pen. D'ailleurs, il n'a jamais gagné un procès, parce que, excusez-moi de le dire, il a un culot monstre. Comme disait mon ami Belkhouja, les plumes se sont abattues sur les feuilles depuis très longtemps et les langues se sont déliées depuis très longtemps. Et donc un écrivain ou un historien ou un spécialiste du droit de l'histoire qui arrive à récupérer tous les témoignages vivants et à leur donner une pérennité à travers le siècle, eh bien c'est ça l'homme positif. Et dans ce livre de Florence Baugé, je voudrais vous rappeler l'histoire du couteau. Eh bien ce couteau est signé Le Pen. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Il a été retrouvé par Mohamed près de son père qui avait été tué par Le Pen. Il a caché. Le Pen est revenu le lendemain pour le chercher. Il a fouillé partout. Il ne l'a pas trouvé. Il est reparti. Mais il ne savait pas que l'histoire allait le rattraper des années après. Alors ce couteau, il faudrait que les Algériens en Algérie comprennent son histoire et que les Français le comprennent aussi. Florence Baugé a fait un effort extraordinaire. Quand elle a retrouvé ce couteau par le biais de Mohamed, le fils de la victime, il lui a donné, mais il fallait le faire sortir d'Algérie pour l'emmener en France. Eh bien, il y a eu deux ambassadeurs. Une pièce à conviction. Une pièce à conviction, vous avez vu. Elle a dit, si je n'avais pas eu ce couteau, je n'aurais pas pu apporter la preuve, parce que le malin de Le Pen disait bien, bon, qu'on m'apporte la preuve que j'ai torturé en Algérie. Eh bien, elle a fait un effort extraordinaire et nous reconnaissons ce courage et le peuple algérien entièrement la remercie aujourd'hui, demain et après-demain. Et alors, ce couteau a eu une histoire pour sortir. Elle a essayé d'appeler le premier ambassadeur qui était en France. Elle lui a demandé de l'aider pour le faire sortir par la valise diplomatique. Niette. Le second
diplomate, ambassadeur, ça a été la même chose. Je ne peux pas vous accorder la valise diplomatique. Eh bien, elle s'est rabattue sur les Algériens. Elle a enveloppé ce couteau dans une feuille de papier aluminium et elle a mis dans ses valises, elle a caché convenablement. Arrivé à l'aéroport, eh bien, évidemment, il y a un contrôle. Qu'est-ce que vous avez là? Ben, j'ai une pièce à conviction. Et les policiers lui ont dit, on ne peut pas faire sortir une pièce pareille. Ils ont ramené leur commissaire, que je salue, je ne sais pas qui c'est ce commissaire, en tout cas je le remercie pour l'histoire, pour l'écriture de l'histoire. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien écoutez, c'est un couteau, c'est le pen qu'il a utilisé pour tuer un Algérien, et je dois le prendre au tribunal pour asseoir ma preuve. Passez, madame, faites votre voyage, faites votre travail que Dieu vous encourage. Alors vous voyez, grâce à ce petit couteau, la culpabilité de cet homme est aujourd'hui complètement établie. C'est un tortionnaire et c'est un criminel. Et pourtant, c'était un homme politique puisqu'il était député. Il a quitté la députation pour venir faire souffrir en Algérie et pour venir tuer en Algérie. Voilà qui est Le Pen. Alors ceux qui se revendiquent de l'obédience de Le Pen ne peuvent qu'être ces petits morpions, laissez-moi le dire, et c'est peut-être ceux-là même aujourd'hui qui lèvent le verbe très haut contre les Algériens, en parlant de race, en parlant de quitter le territoire, en parlant de je ne sais plus quoi. Eh bien, ils ont une dette envers l'Algérie. Et le moment des comptes sera bientôt venu. Oui. Alors, M. Amr Belkhouja, Pierre Vidal-Naquet, dans La torture dans la République, parle de Osarès comme le chef de file d'une équipe de tueurs professionnels. Ça, c'est quelque chose d'important de le citer pour montrer aussi cette machine à tuer en Algérie qui a été institutionnalisée. Il y avait la torture systémique en Algérie. La France, à l'époque, elle avait déjà ratifié des accords sur les droits humanitaires, sur les conventions de Genève, sur le respect de la vie de l'humain. Comment une république qui encore est fière de sa révolution, de dire oui, nous portons les valeurs de l'humanité, comment elle peut être tout simplement enfoncé dans ce scénario, dans ces scénarios macabres complètement fous. On est dans le meurtre, on est dans l'assassinat. Quand on lit les aveux de Osarès, je ne sais pas, voilà le livre, on le voit entre mes mains dans la caméra de Nabil Tribes, général Osarès, qui passe aux aveux sur les services spéciaux en Algérie de 1955 à 1957. Si vous lisez, Hassan, des passages dans le livre, c'est des passages qui font froid dans le dos. Ils sont fiers de tuer, et ils passent à l'action. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur à la fois ce déni, sur la torture, et quel a été justement l'impact et les conséquences de la torture de la colonisation française en Algérie? La torture, parlons-en. Je reviens toujours au ministre de l'Intérieur qui n'est pas prédisposé à se documenter. Documenter, tout à l'heure, vous avez évoqué une grande dame, Florence Bourget. Florence Bourget résume la guerre d'Algérie dans une synthèse, dans une formule concise. C'est le titre de son livre. Une gloire, une guerre sans gloire. Sans nom. Effectivement, sans gloire. Il n'y a pas de quoi être fier d'avoir mené une guerre répressive, sous toutes ses formes. Je reviens à la torture. La torture, Pierre Vidal-Naquet a été parmi une avant-garde qui a dénoncé en son temps la torture. Avec la torture dans la République, avec les crimes de l'armée française et beaucoup d'interventions. Il est membre du comité Maurice Audin, il est membre du comité qui vont dénoncer et faire admettre par les gouvernements successifs après l'indépendance de reconnaître la torture. La torture, vous l'avez signalé tout à l'heure, elle avait ses professionnels de la torture. La torture a été institutionnalisée en Algérie, une véritable institution avec ses lieux de torture, les DOP, dispositifs opérationnels de sécurité,
avec ses tortionnaires professionnels, avec ses écoles de formation de tortionnaires. Marcel Bijard avait créé une école à Skikda, une autre à Arzeu, pour enseigner comment faire provoquer la souffrance chez autrui. Chez autrui, qui c'est cet autrui? C'est l'Algérien, c'est un être humain qui réclamait son indépendance et ses droits à la dignité. On va le torturer. Torture massive, partout dans le pays, torture massive dans tout le pays. Oui. Et c'est déshonorant que la France coloniale, qui se défend être un peu l'étendard des droits de l'homme, qui va adopter un système de provoquer la souffrance chez autrui et de gagner la guerre, je dis bien, de gagner la guerre par le renseignement. Gagner la guerre par le renseignement et ne pas la gagner sur les djebels, avec des affrontements militaires avec l'ALN. La gagner par l'exploitation du renseignement. Ouais. C'est un raccourci ignoble que de faire souffrir des êtres humains, les Algériens, pour gagner la guerre. Et tout le monde avait applaudi, hein. Robert Lacoste, Jacques Soustel, les hommes politiques, l'armée, tout le monde était d'accord de cette institution qui est la torture. Oui. Je donnerai beaucoup d'éléments sur cette ignoble méthode. On reviendra peut-être soit dans une autre émission, soit oui, peut-être que je vais faire intervenir Hassan Arabe, mais avant de faire intervenir Hassan, je vais vous lire 2 passages sur lesquels peut-être vous pouvez rebondir, Hassan. Alors, dans la continuité de ce que disait M. Amar Belkhouja et bien évidemment Mme Fatima Zahra Ben Barham, parce que la France s'est auto-amnistie après, hein, c'est-à-dire c'est là où ils ont tout simplement scellé le dossier pour éviter toute poursuite judiciaire. Pour la France, simplement. Pour la France, pour nous. Bien sûr. Nous, en tant que victimes, on va vers les accords d'Évian et nous avons le droit de saisir des juridictions. Tout à fait. Et c'est bien de le rappeler parce que les preuves, on en a par milliers. Il y en a des tonnes de preuves. Alors, d'abord, là, je vous cite Ossarès, qu'est-ce qu'il dit? Si je n'avais rien dit à Massu pour Philippeville, quand on parle de Philippeville, on est en 1955, les massacres de Skikda. C'est des milliers de morts qui ont été fusillés dans un stade. Et ça, bien sûr, Jean-Michel Apathy l'a rappelé sur le plateau de BFM à Duhamel et à toute la France. Alors il dit, si je n'avais rien dit à Massu pour Philippeville, il aurait su quand même, et puis arrêter de m'engueuler, les ordres viennent de plus haut. C'est-à-dire quand on parle d'ordre qui viennent de plus haut, Hassan, ça veut dire c'est l'État français et ses institutions. Après, préméditation, M. Amar Belkhouja, qu'est-ce qu'il dit? Ils veulent commencer par une action spectaculaire. Pour eux, l'axe géographique de l'organisation du FLN, c'est la Kasbah. Ils n'ont pas tort. La Kasbah est en pente. Au somme, il y a une large rue. Ils projettent d'y rassembler un convoi de camions, se resserra. À ce moment, ils ouvriront les vannes des citernes, c'est-à-dire ils vont tout simplement ouvrir les vannes de citernes d'essence. Hein. Quand le combustible aura inondé la Kasbah, ils y mettront le feu. D'après les estimations que j'ai pu faire, il y aurait, ça c'est Orosarès, hein, que j'ai pu faire, il y aurait 70 000 morts. C'est la Sainte Barthélemy reproduite en Algérie. Hassan. C'est clair, hein, là on est... Les aveux, nous savons que les autorités, les plus hautes autorités françaises sont au fait de la pratique de la torture. D'ailleurs, il y a un document qui a été publié il y a une semaine par Mediapart où le général Salon, quand il débarque à Alger et deviendra donc le chef des armées françaises en Algérie à la fin de 1956, après donc les massacres d'Indochine, il arrive, c'est lui qui a publié cette note autorisant, bien sûr, on ne retrouve pas le mot de la torture, mais il parle de généralisation de la torture. Il s'exprime clairement. C'est pas le mot, il n'a pas utilisé le mot, mais généraliser donc la question, les procédés, c'est
la quête du renseignement. C'est la guerre donc du renseignement, et tous les officiers de l'armée française savaient. Et puis à partir de cette période, il va y avoir des centres de torture, non seulement à Alger, mais sur tout le territoire national, d'est en ouest, du nord au sud, partout. Oui. Partout. On va donner quelques exemples. Je reviens à Le Pen. Le Pen, faut-il le rappeler, s'est engagé pendant cette période, pendant la période où justement Salon décrète la systématisation de la torture, notamment à Alger, donc pendant la grande répression, et il dit on n'a pas de preuve. C'est vrai que le couteau, c'est une preuve, mais il y a une deuxième preuve, c'est aujourd'hui, il faut accéder aux journaux de marche des militaires français. Et nous savons que dans une caserne à Al-Harrach, Le Pen pratiquait de la torture en inoculant des produits chimiques aux Algériens pour les faire parler, pour les dissuader ou bien les persuader, c'est-à-dire pour leur faire peur. Donc il n'a pas simplement piétiné les Algériens qu'il torturait chez eux. C'est le cas l'exemple le plus connu, celui de la Casbah, mais il a pratiqué pendant... Vous savez, l'œuvre de Le Pen en Algérie, en 3 mois, parce qu'il a passé 3 mois, mais il a commis un massacre en 3 mois seulement en Algérie. Il n'a pas pratiqué la torture pendant... Donc, pour vous dire un petit peu l'œuvre macabre de ce sinistre monsieur. Revenons maintenant à la torture. Nous savons que, donc à partir de 1956, il y avait la généralisation autorisée par les plus hautes autorités françaises, par le général Salon. Il y a un texte de loi. Et puis, donc, il y avait Guy Mollet à la tête du gouvernement, c'est-à-dire on est sous la 4e République. Il y avait un certain François Mitterrand, donc à la tête du ministère de la Justice, qui refusait les grâces. Lui coupable donc de la mort d'Yves Thon, et de 222 pour vous dire Algériens qu'il y avait une sorte de solidarité entre tous ces ministres, ces officiers de l'armée française. Salon, Mitterrand, vous savez que en 1981, quand Mitterrand s'est présenté à la présidence de la République, il a eu le soutien, un écrit, c'est-à-dire Salon a fait Salon, je parle Salon. Ah oui, le général Salon. Le général Salon qui a été condamné en 1962 pour appartenance à l'OS, il a été gracié, mais Mitterrand il va plus loin parce qu'il va le gracier définitivement en lui permettant de toucher sa retraite d'un ancien officier. Donc, pour vous dire qu'il y a... C'est automatique. Ah oui, qu'il y a une solidarité qui n'a jamais cessé entre ceux qui ont pratiqué la torture, les horreurs pendant la guerre d'Algérie, et bien après, ceux qui expliquent les attitudes d'un Retailleau Bruno aujourd'hui. Voilà, qui est tout simplement dans cet héritage-là de la colonisation et de cette déshumanisation de l'autre, c'est-à-dire ce qui a permis la torture, c'est l'un des points les plus importants et les plus profonds. Comme on en a parlé, M. Amar Belkhouja, c'est justement le racisme et la haine de l'autre qui rend l'Algérien, le musulman, l'arabe un sujet sur lequel on peut tout faire, on peut tout pratiquer sans aucun problème de conscience. Alors, justement, vous avez parlé tout à l'heure, et Mme Mbala, peut-être elle vous a un petit peu rappelé les faits, qu'il y a eu une note, effectivement, qui a été dévoilée dernièrement, parce qu'il y a des archives qui sont déclassifiées aujourd'hui, avec Fabrice Reciputi, qui nous montre que, justement, le général Salon avait émis une note là où la torture, il a parlé expressivement d'une note pour torturer, c'est-à-dire la légalisation de la torture. Puis ici, quand on lit, par exemple, Ossares, il dit que Massu a été épaté tout simplement par le travail que j'avais effectué à Philippe Vive. Qu'est-ce qu'il avait effectué? Un travail. Il avait peint des immeubles, il avait créé des écoles, il avait tout simplement massacré des milliers d'Algériens. Il y a une séquence très très importante, celle de Paul Tejen, qui était à Alger, préfet, lors de cette sinistre période qu'on a appelée, ou que eux ont appelé la bataille d'Alger, parce que ça s'est
ne s'agissait pas du tout d'une bataille, c'était exactement, M. Ahmad Boukhouja, c'était l'oppression et l'extermination du peuple algérien, des civils bienveillants algériens, des familles algériennes, face à une armée régulière qui s'appelle la 8e division des parachutistes, c'est-à-dire c'est des professionnels qui savent... La 10e d'épée. La 10e, j'ai dit la 8e peut-être, oui, la 10e, oui, c'est vrai, merci d'avoir corrigé. Donc on va l'écouter. Ce monsieur qui était au cœur de l'appareil français, au cœur de la colonisation, ben lui-même il a été choqué. On écoute, ben lui-même il a été choqué. On écoute et on revient pour en débattre parce que c'est très important après le point, monsieur Ammar Belkhoudja, celui des archives et de cette restriction archivistique qui cause du tort à des femmes de droit et à la juridiction ou au corps judiciaire, je ne sais pas si je dis les mots correctement, et pour les historiens aussi pour corroborer et parler de faits. On regarde. Du côté français, il y avait aussi des gens qui avaient envie que ça s'arrête. Le préfet de police, Paul Tedjen, par exemple. L'armée faisait des rafles dans les appartements la nuit, raflait toute une famille, on ne savait plus ce qu'il devenait. Il dit, lorsque vous arrêterez quelqu'un, vous avez raison, parce que vous avez les pouvoirs de police. Bien, sauf celui-là, vous me donnerez tous les matins le nom des gens que vous avez arrêtés. Vous les assignerez à résidence chez vous, dans le quartier militaire où il était. Et vous me les rendrez à la sortie. Ils ne les ont pas tous rendus. On a assigné 24 000, il en manque 4 000. On ne m'a pas rendu 4 000 lorsqu'au mois de septembre 1957, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Où sont-ils? Dans les camps, à Pont-de-Cazel, même pas. Je suis allé à Pont-de-Cazel pour voir, il n'y était pas. Il a disparu. Les ouèdes, la mer, les renvoyés. Renvoyés les crevettes Bijard, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'est pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne peut pas la guerre comme ça, c'est pas possible. Dans l'impossibilité d'imposer sa vision humaniste aux militaires, le préfet Paul Tedjen donnait sa démission le 12 septembre 1957 et quittait le jour même l'Algérie pour ne jamais y revenir. Et oui, Tedjen parle de plus de 4000 personnes à Alger en quelques jours. C'est des chiffres incroyables parce qu'entre-temps, il y avait d'autres Algériens qui étaient dans des camps de regroupement par milliers, voire par millions. Et finalement, Hassan, M. Ammar Belkhoudja, Mme Fatem Zahra Ben Brahim, finalement, Jean-Marie Le Pen, Ossarès, Bijard, ce sont des échantillons, en fait, d'une grande organisation colonisatrice et terroriste. Parce qu'il y a des milliers de cas de Ben Mhidi en Algérie, le martyr, notre martyr qui a été torturé et dont les aveux sont là sur la torture du martyr, du grand martyr Ben Mhidi le 4 mars 1957. Ali Boumendjel le 23 mars 1957 aussi. Il a reconnu les 3 crimes dans ce livre. Exactement, torturé. Maurice Audin, 1957, d'où son affaire a créé un tollé en France parce que le président de la République française, Emmanuel Macron, des années 60 ans après, va reconnaître la torture et la disparition et l'assassinat de Maurice Audin. Et puis Henri Alec qui dénonce dans justement la question qui a été torturée le 13 février, lui, vers les années 57-58. Exactement, il va sortir son livre La question. Finalement, là on est devant un cas édifiant, hein, franchement, ça c'est factuel, les preuves sont là. Madame Fatem Zahra Ben Brahim, tout à l'heure vous me dites j'ai envie d'intervenir sur cette question de Paul Tedjen, sur les crevettes Bijard, sur la méthodologie et comment justement ces Algériens ont vécu des moments très très difficiles par ces terroristes il faut d'abord faire un point. Oui. Tous les militaires qui étaient en Algérie n'étaient pas tous des assassins. Et ils n'étaient pas tous pour la torture, pour le crime. Oui. Il n'y a que ces bêtes humaines que nous avons désignées qui ont été les premiers sanguinaires, pas les premiers, mais disons les héritiers des premiers sanguinaires. Je voudrais justement parler de ce livre, les officiers qui ont dit non à la torture. Donc, voici des officiers.
voici des officiers qui ont écrit leurs aveux, qui ont fait des déclarations et qui nous ont donné des vérités sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Voici une déclaration sur le droit de l'insoumis dans la guerre d'Algérie. Ce document est également très important. D'ailleurs, permettez-moi de remercier M. Hamid Bousselhem de nous avoir produit ce document extrêmement important. Donc ça, c'est une déclaration. Et nous voyons ici les noms des officiers, des grands officiers qui ont signé cette pétition. Et ils ont dit non à la guerre d'Algérie. Également, un autre général, le général de la Bollardière, qui a été condamné à une peine de prison pour avoir refusé de faire la guerre d'Algérie et de torturer surtout. Donc vous voyez, il y a du bon français, du bon militaire français et il y a du mauvais militaire français. Ça c'est pour eux. Maintenant... Sauf que pour... c'est-à-dire pour... excusez-moi, peut-être je fais une intervention comme ça, c'est pas pour vous couper, mais en même temps, c'est une intervention peut-être qui est importante. Depuis 1830, parce que Amar Belkhodja, on parle bien avec les enfumades, les emmurements, on tue par milliers. C'est pas 2 ou 3 personnes qui ont assassiné, tué plus de 5 millions d'Algériens. Mais il faut savoir comment ça fonctionnait. C'est que ça a été, il y avait une doctrine, il y avait des gens qui ont été embarqués dans cette organisation terroriste. Il y a à la tête des bataillons. Donc il y a des chefs. Il y a Ossares, il y a Bassu, il y a Bijar, ils sont nombreux. Eux ont des hommes qui travaillent pour eux. Nous sommes dans un système militaire, donc il faut obéissance. Certains ont eu le courage de dire non devant les atrocités de la France, et ce sont les témoins de l'heure aujourd'hui, sur lesquels nous travaillons sur leurs textes. Et il y a d'autres qui ont agi bêtement, et il y a d'autres qui ont agi par sadisme. Donc cette guerre est une guerre qui a plusieurs facettes. Mais moi je dis toujours que je remercie ceux qui ont refusé de faire la guerre en Algérie, et beaucoup sont morts. Beaucoup ont été punis et beaucoup sont morts. Ils sont morts pour les valeurs humaines. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Tidjane a été parmi eux un homme d'une grande honorabilité. Parce que sans Tidjane, on n'aurait jamais su qu'il y avait 4000 Algériens qui n'étaient pas revenus de l'interrogatoire. Les pouvoirs spéciaux qui ont été signés. En 1957, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une organisation judiciaire assez spéciale, où les pouvoirs de police ont été remis entre les mains de l'armée, qui pouvait faire ce qu'elle voulait et personne ne pouvait intervenir. Lui était pratiquement, il avait le rôle de préfet. Et alors quand on amenait les disparus de la bataille d'Alger, quand on les retirait et on les emmenait, il y a un registre sur lequel on signe. On lui dit, bon ben on va les interroger, on va vous les ramener. Et bien sur le nombre extraordinaire de 24 000 Algériens sortis de la Casbah d'Alger, 4 000 ne sont pas revenus selon ces statistiques. Mais il ne faut pas oublier que nous avons quelqu'un, M. Recipouti, que nous avons eu la fois dernière, et avec lesquels j'ai fait plusieurs conférences ici en Algérie. Eh bien il a réussi à retrouver les cartons des disparus de la bataille d'Alger, qui n'est pas une bataille comme nous l'avons dit, c'est une répression sanglante. Il a commencé à faire un travail, il a ouvert un site, il a mis les photos, tout ça. Quand il est revenu pour chercher le 2e, 3e et 4e paquet, les dossiers avaient disparu. Donc vous voyez un souci, jusqu'à présent, de cacher la vérité par les autorités françaises. Et j'ai envie de faire réagir M. Amar Belkhodja sur ce point. Oui. Je reviens toujours à notre historien esclave de la vérité, Pierre Vidal-Naquet, qui nous dit que la torture, il ne lui manquait qu'un ministère. Tellement. Elle était institutionnalisée. Elle était généralisée avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ses tortionnaires professionnels, avec ses dopes, c'était torture pratiquement à l'état industriel. À l'état industriel, pourquoi, entre les guillemets? Parce que Ossares le dit, on ramenait des camions pleins de suspects, entre les guillemets. Et puis les ramener. Et ce qu'il déplorait, ce sinistre Ossares, c'est que la machine judiciaire ne fonctionnait pas au rythme des arrestations. Et c'est ce qui explique un peu la disparition. Donc on n'a pas le temps de les faire comparer devant la justice coloniale qui est un peu très lente pour les condamner. Donc on va organiser des meurtres
et le massacre collectif, les charniers, les fosses communes, les crevettes Bijar. Fanon, le docteur Fanon, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit la torture en Algérie n'est pas un accident, une erreur ou une faute. Le colonialisme ne se comprend pas sans la possibilité de torturer ou de massacrer. La torture est une modalité de relation occupant-occupé. Occupant-occupé, les troufions, entre légumes et les soldats de l'armée française ont hérité la doctrine raciste développée au XIXe siècle et leurs agissements étaient tout à fait naturels parce qu'on a manipulé les esprits, les consciences pour les prédisposer à assassiner de sang-froid parce que l'Algérien était classé dans une société, dans un peuple. Ça c'est outil de la hiérarchisation des peuples et des races. Tout ce que vous voulez. À part l'homme blanc, l'européen, toutes les races asiatiques ou africaines ou arabes étaient classées comme race inférieure. Ça a été développé par Jules Ferry, par Alexis de Tocqueville, par tout. Je dirai quelques mots, si vous permettez, monsieur Amir, sur les intellectuels de l'époque. Je citerai Hugo, Victor Hugo, je citerai Lamartine. Nous les connaissons comme étant des hommes de lettres qui ont rayonné un peu partout dans le monde. Mais en vérité, que je désigne moi-même à ces intellectuels, je les désigne sous le vocable de humanistes hexagonaux. Hexagonaux parce que sur le plan géographique, la France prend la forme d'une figure géométrique qui est l'hexagone. Humanistes hexagonaux. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Cela veut dire que Victor Hugo a participé à un dîner mondain avec Bugeaud et il l'a encouragé à persister dans sa besogne pour coloniser et faire de la France la nouvelle Grèce. Oui. Alors, on va accélérer un petit peu le rythme de notre émission parce qu'on a justement un extrait de justement ces militaires, ces soldats qui ont été enrôlés dans cette folie de colonisation. Et je confirme que, parce qu'on a parlé avec Hassan sur la hiérarchisation des races et des êtres humains, que finalement ils étaient complètement endoctrinés par cette administration française qui leur normalisait en quelque sorte la torture et les massacres. Il y a un autre village du côté de Tbessa qui a été massacré et c'est eux qui en parlent. Moi j'ai vu aussi un village de pauvres gens tout massacrés par la Légion, par les commandos, parce qu'ils avaient trouvé peut-être des armes, je sais pas, j'en sais rien. Ils ont tout incendié le village, ils ont tout tué, les femmes, les gamins et tout. Ravagé le village. Au lance-flammes brûlé, ça rien. Il y a des vilaines choses. C'était 11h du matin, on est parti, on devait prendre le train de Tbessa à Tbessa, oui. Mais la veille, il y avait eu une attaque de légionnaires. Et puis qui se sont battus avec des Arabes, là. Et puis le chef de la Légion a été tué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu ordre de tout massacrer ce qui était en face. Il y a un village, tout y est passé. C'était tout en feu quand on est parti. C'est quand même comme ça que ça s'est passé. Puis les militaires en général, plus les engagés se comportent mal avec les populations. Quand on a un flingue, on a tous les droits, quoi. C'est l'armée qui avait tous les droits de police, de justice en Algérie. Alors il y avait la torture, bien sûr, il y avait les crevettes à Bijar. Les crevettes à Bijar, ils leur scellaient vivants les deux pieds dans le béton, dans un seau, et en hélicoptère, les jetaient dans la mer. Quelqu'un qui descendra ses bancs dans la mer, il trouvera les sarcophages, à mon avis. Et oui, Hassan Arabe, donc des massacres comme ça, il y en a eu par milliers en Algérie. Des soldats endoctrinés et qui vont pratiquer le génocide, le massacre, les tueries, les assassinats contre les Algériens. Ça s'est généralisé partout sur le territoire. Partout sur le territoire, et nous avons des preuves, parce que on parlait des disparitions. Les disparitions sont consécutives des assassinats, des exécutions sommaires, et des morts, des décès au moment des tortures, on doit le dire.
Et le cas de ce qui s'est passé à la ferme Amzienne, par exemple, à Constantine, oui. Où on torturait terriblement des gens, on a torturé des femmes, Madame Guillel, Madame Bourgadoum. Et des mineurs. Et des mineurs également. Et on assassinait des gens. Et on le jetait dans les grottes de Shtaba, donc du côté de Constantine. Il y a le cas de Qasr-Ter, il y a le cas de Ain Abid. Mais le cas le plus terrible, c'est la ferme d'Edmé de Janson à Mostaganem. Donc c'est un colon, il fait partie de la fédération des maires de l'Oranais, pour vous dire, un grand colon qui avait l'habitude d'assassiner les paysans dans la région de Mostaganem. Et puis il a mis sa ferme à la disposition de l'armée, qui deviendra donc un centre de torture. Et j'aimerais vous donner un autre exemple, parce que par rapport aux disparitions, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Je vous donne l'exemple du charnier qui a été découvert à Constantine lorsqu'on a, en 1970, essayé de mettre en place, de faire un terrassement pour l'implantation de l'usine de Sonacom, et on découvre 8 cadavres. Parmi ces 8 cadavres, le cadavre de Rida Hourou. Parce que là, on a des preuves, parce qu'on a retrouvé les clés de domicile de Rida Hourou, ses lunettes, et la carte d'identité de Mohamed Tahar Lajabi, qui est l'une des victimes. Donc, la France, à l'époque, même le journal de la gendarmerie de l'époque, a produit un faux. Pourquoi ils ont produit un faux? Parce qu'il y avait des militaires qui devaient acheminer de la tessanière, de la caserne donc, de Constantine vers l'Akhrou, et on lui dit le pont des Lauriers, ils vont les abattre. Ça, c'est le récit qu'on a. Ils vont les abattre, et puis ils seront enterrés à l'intérieur même de la caserne, donc pas loin du terrain d'aviation de Constantine. Et je termine vraiment rapidement. Bien sûr, mais aujourd'hui, grâce à Ounessa Tangour, elle découvre que parmi les corps, les 8 corps, il y a Ma'ammar Ben Carmen, qui a été assassiné en ville par le fils du commissaire de police de la ville de Constantine. Pour vous dire un petit peu, on a maquillé un certain nombre de disparitions, et on a maquillé les circonstances de leur mort également. Bien sûr, et puis quand vous parlez de ces fausses communes, il y a plusieurs fausses communes. Il y a énormément de fausses communes. Akhnechla également. Ouais, celle par exemple d'Ain Abid, elle avait contenu des centaines et des centaines de familles. Madame, messieurs, je vais vous faire réagir sur un dernier extrait pour terminer cette émission. C'est ce face-à-face entre Alain Duhamel et Jean-Michel Apathy, là où justement Jean-Michel Apathy rappelle le massacre de Skikda en août 1955, Hassan, et Duhamel, difficilement, mais il arrive à être convaincu et à dire finalement que voilà, on n'avait jamais transmis cette histoire aux Français, et c'est là où peut-être vous allez intervenir, M. Ahmed Boukhouja, sur la nécessité des archives et de l'enseignement de l'histoire. Fin août 1955, Philippeville, dans le Constantinois. Mais qui connaît cette histoire? Rafle tous les hommes qu'il trouve. 2 ou 3 000 qui sont amenés au stade municipal de Philippeville. On ne sait pas combien exactement, on ne les compte pas parce que ces gens-là ne comptent pas. Ce sont des musulmans, adolescents, adultes, vieux, interrogés à la va-vite par on ne sait pas qui. Ce sont des représailles, le FLN a tué des Européens avant. Il y en a 1500, 2000 qui restent dans le stade, on les aligne sur le côté du stade. Et pendant 10 minutes, on les mitraille. 1955. Un engin de chantier ramasse les corps, on les met dans des bennes de camions, on les enterre dans une fosse commune, on fait passer un bulldozer dessus. Septembre 1955, France Observateur. Claude Bourdet, un journaliste, il cite Oradour. Il cite Oradour. Et il dit, nous ne pourrons jamais plus parler d'Oradour comme nous en parlions. C'est ça l'histoire de l'Algérie. Qui la connaît? Je me fais taper sur la gueule parce que j'ai cité Oradour et on me dit Alors Alain. Non, mais le grand public la connaît pas. D'accord. Parce que ma référence à Oradour n'aurait jamais dû susciter. Vous avez une façon de parler. Mais le grand public ne connaît pas parce que vous êtes de nature passionnée. Non, donc, mais si. On m'a tapé sur la gueule parce que j'ai cité Oradour. Je suis loin d'être le premier à l'avoir fait. C'est une histoire que nous ne voulons pas regarder. Alors,
Est-ce qu'on la regarde pas cette histoire? Il a raison, Jean-Michel. Ça remonte parce qu'on n'a jamais voulu la mettre au grand jour. Ça explique d'ailleurs le bras de fer aujourd'hui. Alors. Ça, vous posez plusieurs questions en même temps, qui n'ont rien à voir. Enfin, rien à voir. Si, parce qu'on est dans un contexte particulier quand même. Chacune est très intéressante, comme chacune de vos questions, c'est bien connu, mais il y en a plusieurs dans une. Bon, est-ce que, jusqu'à une période récente, on faisait correctement l'histoire de la France en Algérie? Non. Est-ce qu'on l'a convenablement enseignée dans les écoles? Évidemment non. Mais même dans les collèges, dans les lycées et à l'université. Pendant longtemps, non. Est-ce que donc, d'une certaine manière, c'est une histoire dont la connaissance est récente? Oui. Est-ce qu'on n'en parle pas? Si, on n'en a jamais autant parlé. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant... Depuis 15 jours, oui. Non. Et bien sûr, Jean-Michel Apathy rigole parce qu'en réalité, ça n'a jamais été abordé jusqu'à ces derniers jours parce que la question aujourd'hui de l'Algérie s'est imposée au niveau des médias français. Qu'est-ce que vous pouvez justement nous dire, M. Amar Belkhoudia, sur à la fois la transmission et le grand mensonge et le flagrant délit de la France sur son histoire? L'Omerta, organisé par les régimes politiques, la loi du silence. On peut le faire encore en 2025? Comment? On peut le faire encore en 2025? Oui, je vous dirai une chose que je viens d'apprendre. C'est le nettoyage des archives. Ils ont l'impossibilité, les régimes politiques ont la possibilité de nettoyer et de soustraire des dossiers les plus compromettants pour que le chercheur, aussi bien français qu'algérien, n'accède pas. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes interdits de consulter les archives laissées en France par l'Émirat al-Qadr. L'Omerta, je vous dirai, par expérience, on m'a invité à Toulouse. Et à Toulouse, j'interviens au niveau de la radio locale. Et je passe en revue tout le cortège des massacres coloniaux commis en Algérie. L'animateur de la radio locale de Toulouse, quand je termine, il me dit « Mais monsieur Belkhoudia, nous ne sommes pas au courant de tout ce que vous venez de dire. C'est la loi du silence. Ben Mehdi, il s'est suicidé. Ali Boumengel, il s'est suicidé. Et 30 ans après, on revient à la vérité. Donc, le colonialisme, d'une manière générale, a été porteur du mensonge, de la manipulation, de la désinformation. Oui. Madame Fatem Zahra Belbrahim, mentir sur l'histoire, c'est un crime contre l'histoire. Cacher l'histoire, brûler encore une fois ou détruire des archives, c'est un crime contre l'histoire qui s'ajoute à ce crime contre l'humanité. En une minute. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Vous savez, actuellement, ils sont en train de prôner ce qu'on appelle le silence meurtrier. Mais ce silence meurtrier va cacher la vérité. Et s'ils cachent la vérité à leur propre peuple, et je suis persuadé qu'ils sont en train de connaître l'histoire de la colonisation à travers nos émissions, vu que beaucoup nous suivent actuellement, eh bien, ça aussi, c'est un crime, et ce crime a produit des ignorants. Ce sont les ignorants qui sont en train de parler aujourd'hui dans les médias. Alors, par exemple, quand je vois une certaine Knafou qui n'a aucune connaissance ni de son pays, puisqu'elle est marocaine, n'est-ce pas, ni de sa race, puisqu'elle est arabe, ni de la France qui l'a hébergée pour un certain temps, et on ne sait pas pour combien de temps, n'est-ce pas, parler de choses qu'elle ne connaît pas. Moi, je lui conseille de commencer à lire les livres qui existent déjà chez elle. Et je me ferai un réel plaisir, si elle a le temps et l'intelligence, de lui envoyer certains livres écrits en Algérie avec des aveux, peut-être, je ne suis pas sûr qu'elle reviendra à un sentiment de citoyenne, pas plus. Merci beaucoup, Madame Fatem Zahra Belbrahim, Maître Fatem Zahra Belbrahim. Hassan Arabe, en une phrase peut-être pour vous donner la parole comme bien sûr nos amis. Il faut dire qu'avec cette histoire de la colonisation, ce qui se dit aujourd'hui en France, c'est que la France bafoue depuis plus d'un siècle le droit international. Et ceux qui l'ont bafoué, c'est des personnalités politiques, mais aussi les militaires et toutes les institutions de la République française, y compris le Sénat. C'est pourquoi on parle de crimes d'État. Et c'est le moment d'y arriver.
Et je rappelle que c'était les propos de Madame Fatem Zahra, Maître Fatem Zahra Ben Brahim. Vous êtes avocate, spécialiste en droit de l'histoire. Hassan Arabe, vous êtes journaliste universitaire, spécialiste en histoire, et vous êtes bien sûr l'animateur des dossiers de la mémoire sur notre chaîne Canal Algérie. Monsieur Amar Belkhouja, bien sûr, auteur et puis journaliste et écrivain de plusieurs ouvrages sur le mouvement national et sur la colonisation française en Algérie. On vous remercie d'avoir été là parmi nous. Vous êtes déplacé depuis cette belle ville de Tiaret qu'on salue à travers vous, et on salue tous les habitants de la ville de Tiaret en leur souhaitant bien sûr un bon Ramadan. Merci. Et Sahaïdhom peut-être d'ici là. Moi je vous dis au revoir, prenez soin de vous. Merci d'être fidèle au programme de Canal Algérie. Merci de nous avoir prêté attention. Je remercie nos équipes du Studio 1 de la télévision algérienne du 21 boulevard des Martyrs. Allah yarham shuhada, gloire à nos martyrs. À la semaine prochaine, au revoir, merci.